La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamont parle d'1,5 million morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant monsieur Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de monsieur Chalamont de dormir. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Mais l'écoute, c'est un suicide. Non, mais
mais c'est un adieu. Monsieur le Président de l'Assemblée, je demande que les insinuations calomnieuses que le Président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Bravo. Il me paraît assez délicat. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Grener. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. J'ai parlé tout à l'heure de syndicats d'intérêt. Voulez-vous, messieurs, que je fasse l'appel de cette Assemblée? Nous allons même le faire par ordre alphabétique. Gaston Ablin, président directeur général de l'Omnium minier du Sénégal, des charbonnages de la Côte d'Ivoire, de la Compagnie franco-africaine pour l'électricité et l'industrie. Jean Adrian, fondé de pouvoir de la banque Isard Lebray, directeur administrateur des fonderies et forges de Picardie, fondateur de la compagnie d'assurance La Liégeoise. Monsieur François Ambert se contente de présider les raffineries Legrand, lesquelles sont reliées au Trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Monsieur le Président, je m'appelle Aymar, A.I. Je ne préside aucun trust et n'administre aucune société. En effet, Maître Aymar est avocat conseil de l'Anglo-Française des pétroles, il ne touche pas de dividendes. Il perçoit des honoraires. Monsieur le Président de l'Assemblée, sommes-nous ici pour une revue de détail? Monsieur Valimont, merci. Votre insignifiance vous tenait lieu de paravent et j'avais justement une question à vous poser. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de député catholique démocrate avec votre métier d'avocat d'une grosse banque israélite? Voyez-vous là quelque chose d'infamant? Aucune infamie. Simplement une légère contradiction dans les termes. Enfin, puisqu'elle ne vous apparaît pas. Je suis certain qu'elle n'apparaîtra pas non plus pour des raisons similaires à monsieur Audran de Hauteville, qui défend, avec talent d'ailleurs, la cause du désarmement, et dont la famille fabrique depuis plusieurs générations des armes automatiques de réputation mondiale. Les Hauteville n'ont pas de leçon à recevoir, monsieur Beaufort. Ils pourraient par contre vous en donner. J'en suis certain. Venant de gens qui allient la vocation de pacifiste au métier d'armurier, j'aurais en effet beaucoup de choses à apprendre. Monsieur Alexandre Beauvais, président directeur général des phosphates d'Abdel Salim. Monsieur Beauvais est un modeste. Il aurait pu se faire élire dans 5 départements, puisqu'il dirige le plus important de nos journaux de province. Je désespérais d'entendre ça un jour. C'est bon. On l'embarrasserait. Vous partez? Excusez-moi de parler jusqu'au cimetière. Monsieur Jean Calvi, directeur et actionnaire de l'International General Bank. Ah, Gilbert, appelez tout de suite le marbre. On change de titre. Le roi est mort, vive le roi, ça sonnait bien pourtant. Quand on est gouvernemental, mon petit, le tout n'est pas de bien sonner, mais de sonner à l'heure. Nous titrons brillante intervention de monsieur Philippe Chalamont. Allez. Monsieur Antoine Villemomble, administrateur des filatures Zeugman et vice-président de la Société française des soieries de France. Enfin, monsieur Ziegler, le dernier de la liste, et qui ferait figure de parent pauvre si sa femme ne possédait pas 33% des bazars de Sao Paulo. Je vous demande pardon. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. En vous présentant ce projet, je ne vous demandais pas seulement vos voix, je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Un instant d'optimisme. C'est sans doute à cet optimisme que M. Chalamont faisait allusion tout à l'heure, en évoquant mes bons sentiments et mes rêves périmés.
La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Vous voyez, messieurs, nous aurons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de M. Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous la laisse. Le gouvernement maintient son projet, la majorité lui refusera la confiance et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi. Jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation.